Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission d'innovation, de science, de technologie et de découverte. Le sommaire, c'est tout de suite. La protection des données personnelles au cœur de cette émission ce soir avec le nouveau décret de l'APDP qui met fin à la gratuité des procédures de formalités déclaratives, de certification et d'agrément soumis à l'autorité de protection des données à caractère personnel. Les détails à suivre. Iwati est une entreprise spécialisée dans les technologies IA. Elle développe des modèles d'apprentissage automatique sophistiqués s'intégrant à divers secteurs comme la plateforme eMoment. Le cofondateur et directeur général de la structure sur le plateau tout à l'heure. Nos données personnelles sont aussi précieuses que notre santé ou notre vie. Si des personnes mal intentionnées obtiennent ces informations, elles peuvent les utiliser pour voler votre identité ou commettre des fraudes. C'est pourquoi il est essentiel de préserver la confidentialité et la sécurité de vos informations personnelles. Au Mali, cette protection est assurée par l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP qui joue également le rôle de régulateur du secteur. Après des années de sensibilisation, un nouveau décret redistribue les cartes au sein de l'autorité avec des sanctions en vue en cas de manquement aux obligations. On vous explique tout dans cet élément. L'autorité de protection des données à caractère personnel est une autorité administrative indépendante depuis sa création en 2013. Elle a consacré une grande partie de son énergie à sensibiliser la population ou encore les acteurs du numérique sur son existence, ses missions et surtout sur son statut de régulateur. À travers des normes prises par délibération, l'autorité met des garde-fous en matière de protection des données à caractère personnel. Dans le cadre de la régulation, la loi impose à tous les organismes, à toutes les structures qui touchent aux données personnelles de solliciter d'abord l'autorisation préalable de la PDP avant de mettre en œuvre un traitement. Je m'explique. Si votre télévision veut mettre en place un système de vidéosurveillance pour surveiller ses locaux, la télé doit avoir l'autorisation préalable de la PDP avant d'installer la vidéosurveillance. Si vous voulez mettre au niveau de l'entrée de votre service un registre des visiteurs pour contrôler l'accès des visiteurs dans les locaux, là vous devez avoir au préalable l'autorisation de la PDP. Si vous voulez faire de la prospection politique ou commerciale, vous devez avoir également l'autorisation de la PDP avant d'y procéder. Dans ces vastes missions, l'autorité veille à ce que l'informatique reste au service du citoyen, fixe les normes et la finalité de la collecte, du traitement ou de la conservation des données personnelles, ou encore le traitement régulier des informations, contrôle le traitement régulier de ces données. La PDP, sa mission principale, c'est assurer la protection des données personnelles de toute personne vivant sur le territoire national. Donc, pour ce faire, elle doit veiller à ce que les personnes qui traitent les données personnelles, qu'elles soient morales ou physiques, qui sont appelées à traiter les données personnelles, respectent les principes de la loi sur la protection des données personnelles. Donc, ces personnes-là vont respecter les principes en faisant quoi? En déclarant d'abord le traitement, en déclarant leur traitement à la PDP. Et la déclaration consistera à identifier les responsables de traitement, à connaître la finalité ou les finalités du traitement, à connaître les services ou les personnes qui sont appelées à toucher aux données, à connaître les catégories de données collectées, leur durée de conservation, les mesures de sécurité que les responsables de traitement a mis en place pour assurer la sécurité des données, et ensuite les droits des personnes concernées par le traitement. Depuis 2015, au sein de la PDP, toutes les formalités administratives étaient gratuites. Mais depuis le 14 mai 2024, la phase de sensibilisation donne place à des règles strictes et la gratuité des procédures est désormais de l'ancienne. Ce décret fixe à 25 000 francs la déclaration normale pour les personnes physiques. Si vous voulez installer des caméras dans votre domicile ou dans votre boutique en tant que personne physique, vous devez payer 25 000 francs comme frais de dossier. Pour les personnes morales, les frais de déclaration normale sont fixés à 100 000 francs. Pour les demandes d'autorisation pour les personnes physiques, le taux est de 50 000 francs pour les personnes physiques, la demande d'autorisation. Et pour les personnes morales, la demande d'autorisation est fixée à 200 000 francs.
Ça veut dire quoi? Si votre structure veut transférer des données à l'extérieur du Mali, elle doit procéder par une demande d'autorisation. Et tout transfert de données à l'extérieur du Mali, faisant l'objet de demande d'autorisation, est taxé à 200 000 francs CFA. Avec le nouveau décret, les frais les plus élevés sont enregistrés au niveau de l'agrément pour les organismes de certification en matière de données à caractère personnel fixés à la somme de 10 millions de francs CFA. Aussi, les frais de certification de produits, de services ou de processus est de l'ordre de 2 millions pour les personnes morales, à savoir les entreprises, et de 500 000 pour les personnes physiques. Donc il faut savoir que au fait, l'APDP, en 10 ans, pratiquement 10 ans, a passé tout ce temps à faire de la sensibilisation. Nous avons fait de notre cheval de guerre la sensibilisation. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la sensibilisation gratuite, au fait. Maintenant, la sensibilisation sera axée sur, au fait, le décret pour amener les responsables de traitement à se conformer à ce nouveau décret. Donc la loi est assez claire par rapport aux responsables de traitement parce que la loi, dans un de ses articles, dit que 6 mois après adoption de la loi, tout responsable de traitement est obligé de se conformer à la réglementation. Donc, au jour d'aujourd'hui, si il y a des entreprises ou bien des responsables de traitement qui se plient pas à ces obligations, est en porte-à-faux avec la loi. Donc, peut tomber sous le coup d'une sanction qui peut être administrative ou pécuniaire. L'étau est désormais resserré au niveau de l'APDP. Tous citoyens ou encore les entreprises numériques doivent désormais respecter ces textes sous peine de sanctions, car il faut noter que dans son rôle de régulateur, l'APDP inflige des sanctions administratives en cas de manquement aux obligations et saisit le procureur de la République compétent des infractions dont il est saisi. Ils ont effectivement pris énormément de temps pour nous sensibiliser et surtout à cette ère du numérique, les données sont au cœur de tout et les utilisateurs doivent être protégés. Donc nous actuellement à DDS ici, donc notre demande est en cours de traitement. Donc pour avoir les autorisations sur toutes nos applications. Donc il y en a déjà qui ont eu des autorisations, mais comme toutes, on a plusieurs applications. Donc il y en a qui sont en cours de traitement actuellement. La plupart des acteurs qui touchent aux données personnelles font le maximum pour être en conformité avec la loi. Malgré cet état de fait, ils ont tout de même un cri de cœur à l'endroit de l'autorité. Il y a un petit problème. Nous, on a déjà entamé les procédures. Donc je trouve que s'ils pouvaient alléger un peu la procédure, parce que j'ai été là-bas, ils m'ont donné des formulaires gigantesques comme ça à remplir. Ensuite, il y a aussi ce côté où j'ai trouvé que ça ne répond pas à nos réalités ici. C'est plus adapté aux pays développés. Ils doivent tenir compte de ça aussi. Voilà. À noter que les données à caractère personnel constituent l'ensemble des informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Sont considérés comme données à caractère personnel l'empreinte digitale, l'ADN, les informations médicales d'un patient, le nom, la photo, l'adresse mail ou code postal, le numéro de téléphone, de sécurité sociale, un identifiant de connexion informatique, entre autres. Malgré toutes les critiques et beaucoup de spéculations, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 s'est très bien passée. La cérémonie a fait le buzz partout, l'allumage des différentes flammes olympiques, les tenues des différentes délégations, les prestations artistiques, surtout celle d'Aya Nakamura. Bref, il y avait beaucoup à dire sur la cérémonie des JO. Mais rassurez-vous, ce n'est pas sur la cérémonie d'ouverture des JO qui porte le buzz, mais plutôt l'énorme anneau de flammes 100% électrique, pensé pour être le plus accessible, visible et ouvert possible. Située au jardin des Tuileries, la dite flamme est vasque aux allures de montgolfière. Elle a été allumée lors de la cérémonie et restera accessible jusqu'à la clôture des JO, soit le 11 août prochain. La flamme est un jeu de lumière projeté sur un nuage d'eau à portée de main du public en journée et s'élève à 60 mètres du sol à la nuit tombée. Pendant la journée, les spectateurs peuvent visiter le vase de 11h à 19h pour une déambulation express de 15 minutes. 10 000 personnes pourront la voir de près quotidiennement avec une jauge de 3 000 personnes présentes simultanément selon le comité d'organisation des JO 2024.
Si le pari était d'offrir une expérience incroyable aux participants, elle est bien reçue par ce vase électrique. Même si cela ne se voit pas à première vue, les Maliens sont des abonnés loyaux, à tel point que des fois, ils en arrivent à oublier certains abonnements qu'ils ont effectués. Pour l'astuce d'aujourd'hui, on vous présente Bobby, une application qui est un gestionnaire d'abonnements très pratique pour savoir combien on dépense dans les abonnements par mois et de garder une trace de chacun de vos abonnements. Suivons. De Netflix en passant par les salles de sport, tout en n'oubliant pas les services de jeux en ligne comme la PlayStation Network ou encore la Xbox Game Pass, des abonnements, il y en a de quoi faire, sauf pour les fois où on se perd. Mais avec Bobby, plus de casse-tête. Avec cette application, vous pouvez choisir d'ajouter un nouvel abonnement en sélectionnant dans la liste des abonnements populaires proposés par l'application, mais vous pouvez aussi créer un abonnement personnalisé par exemple pour un service que vous payez chaque mois. Quand vous créez un abonnement personnalisé, vous pouvez définir le nom de l'abonnement, le montant, l'icône et la couleur utilisée pour le reconnaître visuellement. Vous pouvez aussi bien sûr entrer une description personnalisée, le cycle de paiement pour chaque abonnement et régler un rappel pour être prévenu quand le paiement doit être effectué. L'application sauvegarde et synchronise vos données sur l'iCloud pour les retrouver par exemple entre l'iPhone et l'iPad. L'application est gratuite et il est possible de débloquer l'intégralité des fonctionnalités avec un unique achat intégré qui vaut au moins le prix d'un croissant. Une excellente application pour savoir combien d'abonnements vous avez et combien vous dépensez par mois en abonnement. C'est tout pour cette rubrique. On se dit à la prochaine. Bye. Ce soir, Malinov reçoit comme invité M. Fousseini Dambélé, diplômé en web ingénierie de connaissances. Il est le fondateur, le cofondateur et le directeur général de Iwati, qui est spécialisé dans tout ce qui est conception de solutions d'intelligence artificielle et de robotique. Monsieur Dambélé est passionné par la conception qui, selon lui, peut stimuler le développement économique en Afrique. On le reçoit et aujourd'hui, il nous parlera de eMoments, qui est une plateforme novatrice qui fait dans tout ce qui est IA, mais qui surtout se démarque à travers les possibilités qu'elle offre lors de la prise de photos et surtout lors des événements. Bonsoir, Monsieur Dambélé. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci. Je suis vraiment heureux d'être de retour sur le plateau Malinov. Alors, ça fait plaisir de vous recevoir parce que vous évoluez au fil et à mesure. La dernière fois, on a parlé d'Iwati. Aujourd'hui, on parle d'Iwati, mais avec un autre produit de Iwati. Exactement. Voilà, qui est eMoments. eMoments, qui est une plateforme de distribution de photos alimentée par l'intelligence artificielle. Parle-nous de cette plateforme. eMoments, c'est notre dernière solution au sein d'Iwati, donc qui distribue les photos aux participants dans les événementiels. Donc c'est une solution innovante qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, précisément sur la reconnaissance faciale, pour distribuer les photos aux différentes personnes qui figurent ayant participé à des événementiels. Donc c'est cette solution qu'on a mise au point et donc on a fait le lancement et qui est en train de révolutionner toute une industrie, c'est-à-dire l'industrie de l'événementiel actuellement en Afrique. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? C'est pour, comme vous l'avez dit, c'est pour l'événementiel. Donc c'est pour les organisateurs d'événements. Exactement, c'est pour les organisateurs d'événements et à la fois aussi pour les photographes professionnels. Donc comment ça marche avec les photographes pendant les événements, ils prennent des photos. Donc dans ce sens, les photographes prennent les photos comme d'habitude, ils envoient les photos sur un espace dédié sur eMoments. Donc à partir de là, avec un code QR qui est généré, les participants ont juste qu'à scanner le code QR et sont renvoyés automatiquement sur la plateforme eMoments. Dans ce sens, il y a l'autre algorithme de reconnaissance faciale qui s'applique automatiquement sur le visage de la personne avec son smartphone. Donc du coup, on lui fait voir toutes ces photos dans lesquelles la personne apparaît pendant l'événement même. Et ça, c'est en temps réel? Ça, c'est en temps réel et ça se passe aussi en temps différé. C'est-à-dire pour les événements qui durent plusieurs jours, 2-3 journées. La première journée, les participants qui viennent vont recevoir leurs photos, ainsi de suite jusqu'au 3e jour, par exemple. Les participants vont recevoir leurs photos en différé par mail ou bien par numéro WhatsApp. Donc ça voudrait dire que la personne qui a ces photos, une fois que
elle va scanner le QR code. Elle ne sera pas obligée d'être sur, par exemple, la plateforme où il y a 1000 autres photos. Donc, une fois que ça aura scanné son visage, c'est uniquement les photos sur lesquelles la personne apparaît qu'elle va recevoir? Oui, c'est uniquement les photos sur lesquelles la personne apparaît qu'elle va recevoir, que ce soit les photos que la personne a prises de façon individuelle ou bien où la personne apparaît dans les photos de groupe. Donc la reconnaissance partout il y a son visage, partout il y a c'est son visage, la recevoir. reconnaissance faciale va s'appliquer et ramener les photos dans lesquelles la personne apparaît. Donc de façon individualisée et privée. Donc la personne a la possibilité de partager sur ces différents réseaux sociaux. Et en plus, l'organisateur d'événements avec son logo sera intégré sur chaque photo partagée par les participants. Du coup, c'est qui contribue à une sorte de marketing participatif pour les organisateurs d'événements aussi, même après leur événement. Donc, il y aurait la visibilité sur l'événement en plus. Donc, le grand avantage, c'est pour les organisateurs d'événements et pour les participants, c'est vraiment recevoir ces photos en temps réel. C'est recevoir ces photos en temps réel. C'est que les participants seront remis au centre même de l'expérience photo événementielle dans le vrai sens du terme. Maintenant, quelles sont les fonctionnalités clés qu'on retrouve sur InMoment? Les fonctionnalités clés, c'est d'abord la création d'un événement. Un événement, c'est créé à partir d'un besoin exprimé par un organisateur qui voudrait avoir InMoment dans son événement. Donc, on crée l'événement, ensuite l'événement créé, on donne un accès. Donc, si je comprends bien, pour chaque événement, il y a un couloir pour les photos de cet événement-là. Il y a un espace photo dédié pour chaque événement sur la plateforme. Donc, chaque événement est créé de façon à recevoir la demande et tout. Ensuite, une fois que ceci est effectué, l'espace créé correspond automatiquement à la création d'un compte utilisateur de l'événement pour que les photographes puissent déverser les photos prises sur leur espace dédié sur la plateforme. Ça veut dire que les photographes sont en amont aussi inscrits sur la plateforme pour pouvoir déverser? Non, les photographes ne sont pas inscrits. Mais c'est l'organisateur de l'événement qui est inscrit en tant qu'entreprise, l'entreprise qui organise l'événement. Ensuite, on crée un identifiant. L'identifiant créé maintenant, c'est cet identifiant que l'organisateur a la latitude vraiment de donner ça à ses photographes de confiance et qu'à leur tour, quand ils ont pris les photos, ils se connectent à travers cet identifiant, déposent leurs photos. Un code QR aussi est généré pour les participants afin qu'il les permette de scanner pendant l'événementiel. Des codes QR, ils peuvent l'imprimer et l'afficher un peu partout dans l'événement ou bien ils peuvent l'afficher sur un écran numérique. Par exemple, les gens peuvent scanner et dès que les participants scannent, on les envoie automatiquement sur l'espace dédié, mais à condition que l'accès à leurs photos est conditionné maintenant à l'application de la reconnaissance faciale en temps réel sur la plateforme. Donc, une fois que la reconnaissance faciale appliquée maintenant, les photos dans lesquelles la personne apparaît à une correspondance tout du moins nette. Donc, ces photos sont uniquement montrées aux participants qui a la possibilité de les télécharger, de les partager instantanément via ces réseaux et de recevoir aussi ces photos ultérieurement dès que de nouvelles photos de la personne sont mises sur l'espace dédié par le photographe. Vous insistez sur la sécurité, mais aussi la vie privée. Comment est-ce que la plateforme InMoment garantit une sécurité, on va dire, optimale pour ses utilisateurs? Dans la phase de conception même de l'outil, il faudrait prendre des mesures dans sa phase initiale de conception pour pouvoir garantir non seulement la sécurité des données, mais aussi faire en sorte que l'outil soit transparent vis-à-vis du contexte d'utilisation et des utilisateurs dans une légitimité en rapport avec la législation du pays référent en question. Donc dans ce sens, depuis sa phase de conception, nous avons déjà intégré ces différents concepts, le maximum de concepts en tout cas, dans la conception d'InMoment. Donc les autres n'auront pas accès aux photos
tant que c'est pas ton visage qui a été scanné, donc tu n'as pas accès aux photos des autres. Tu n'as pas accès aux photos des autres tant que tu n'as pas scanné ton visage. Et même quand tu n'as pas de photos pendant l'événementiel, que les photos de toi n'ont pas été prises pendant l'événement en question, on te dit que voilà, vous n'avez pas de photos sur la plateforme. À la fin de chaque événement, les photos sont supprimées sur une périodicité définie allant de 7 jours après ou à 30 jours maximum, selon chaque événement. Vous manipulez tout ce qui est données personnelles, que ce soit les photos, les noms, etc. Donc, est-ce que vous êtes en phase avec les normes de l'autorité de protection des données à caractère personnel? Puisque vous êtes dans tout ce qui est IA, reconnaissance faciale, empreinte digitale, voilà. Et nous savons que ce sont des données personnelles par excellence. Nous avons eu une certification sur nos solutions de pointage et de contrôle d'accès, à savoir notre solution, une solution qui s'appelle IFIS, qui a été certifiée par l'APDP en décembre 2023. Donc ça veut dire que vous êtes mis en règle dans la phase où ils étaient encore en mode sensibilisation, parce que depuis mai, il y a un nouveau décret qui dit que c'est plus gratuit les formalités. Maintenant, il y a des coûts. Ouais. Il y a des coûts qui sont là. Déjà, vous, on va dire Dieu merci pour vous, vous êtes déjà passé par la phase de gratuité où vous vous êtes mis à jour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez des prix qui sont fixés pour les certifications? Il y a des prix quand même qui sont élaborés à l'égard d'une start-up qui vient de démarrer et qui est dans l'innovation, qui arrive à faire un prototype ou bien par lui-même avec des propres ressources. Au départ, l'entreprise, la start-up n'a pas assez de ressources financières. Pour vous, le montant fixé est beaucoup trop cher pour les start-up. Assez d'autonomie financière pour supporter certains prix. Par exemple, donc en gros, c'est beaucoup trop cher pour les start-up qui viennent de commencer. Il y a peut-être matière à réflexion pour essayer de revoir peut-être certains prix par rapport aux produits ou bien aux innovations, aux inventions même. Des prix qui doivent être revus à la hausse ou à la baisse? À la baisse pour les cas des startups. Pour les cas des startups. Ça existe depuis 2013. Et de 2013 à 2024, ça fait très très longtemps. Ils étaient en sensibilisation. Donc beaucoup de startups ont normalement eu le temps de se régulariser, non? Oui, il y a eu des startups, si je ne me trompe pas, mais je parle sous la réserve de donner cette réponse-là à l'autorité même qui est en charge concernant le nombre de startups. Donc maintenant, vous parlez des nouveaux qui sont en train d'être créés. Je parle en règle générale. Okay. Je parle d'expérience personnelle aussi. Voilà, en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, il faudrait tenir compte vraiment de la réalité des startups et de revoir les prix en baisse si possible. Je pense que les entrepreneurs auront compris votre point de vue et surtout la PDP aussi aura compris le point de vue. On va évoluer cette fois-ci. Au sein de Iwati, vous êtes rassuré et surtout vous affirmez que l'intelligence artificielle va de pair avec l'humain. Exact. Formant un bon complément, des éléments qui sont complémentaires au sein de Iwati. Comment se fait cette complémentarité? Dans toutes les solutions, que ce soit des solutions intelligentes ou bien des solutions vraiment qui répondent aux vrais besoins des réalités africaines, de s'assurer que l'humain ne soit pas laissé au démuni, c'est-à-dire qu'on puisse respecter les droits fondamentaux non seulement des droits fondamentaux des personnes, des usagers, mais aussi de faire en sorte que ce soit des solutions respectueuses aussi de l'environnement aussi. Donc, toutes les solutions de Iwati, il y a forcément de l'IA. C'est toujours une complémentarité. Oui, c'est toujours une complémentarité. On ne vient pas pour remplacer, mais on vient pour... ça aide. Pour aider justement. Okay. Pour aider justement. Pour vous, l'avenir de l'Afrique réside dans la transformation numérique et l'adoption de technologies de pointe. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de temps pour évoluer ou bien vous pensez que les connaissances, sinon on va dire les bases ne sont pas suffisamment là en fait? Le temps, je dirais du point de vue personnel, que ce n'est pas une question de temps au fait. Est-ce que ça veut dire que l'exploitation de la technologie fait défaut en Afrique?
plus précisément le Mali, puisque c'est de l'expérience, on est au Mali, donc on va parler de l'expérience malienne. Oui, d'abord l'utilisation de la technologie donc, par les usagers. Il y a une mentalité aussi qu'il faudrait que les gens puissent être habitués à ça, les usagers forcément, sur l'utilisation des technologies autres que les applications, les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de technologies d'intelligence artificielle qui peuvent vraiment aider les usagers, mais il y a une mentalité qui est là et qui empêche justement cette utilisation par la plus grande masse. Maintenant, en revanche, il y a des solutions, il y a des entrepreneurs aussi qui adaptent des solutions au contexte, aux besoins. Par exemple, pour le contexte de langue, ainsi les gaps entre l'utilisation de la techno par certaines parties de la population qui ne maîtrisent pas vraiment les langues d'utilisation. Maintenant, pouvoir faire ces solutions en fonction de leur langue natale et tout ça, c'est des trucs, des solutions que des entrepreneurs réussissent à faire au niveau du Mali et pour que la solution puisse être adaptée. Donc, en ce sens-là, les solutions, leur utilisation, c'est fortement lié maintenant à l'adaptation. D'accord. Pour résumer, on va noter que pour M. Dembélé, il faut que les solutions soient adaptées aux réalités du pays, aux réalités du terrain. Et cela va faire en sorte que les gens puissent utiliser de façon massive, mais aussi de façon intelligente. Merci beaucoup, M. Dembélé, pour ces éclaircissements. Et merci de créer tout le temps des solutions innovantes, avec plaisir, que ce soit pour le Mali et pour l'Afrique dans la généralité. Et vous, mesdames et messieurs, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission.